Quelles sont les limites et les paradoxes de l'autonomie au travail? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Céline Pochon et Samuel Michalon, accompagnateurs et formateurs au sein de l'organisme Vivre le travail autrement. Céline Pochon, Samuel Michalon, bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Je vous propose de débuter cet épisode par une définition. Qu'est-ce que cela signifie être autonome au travail et sur quoi exactement ça porte l'autonomie? Alors l'autonomie, c'est un mot qu'on entend et qu'on emploie beaucoup. Dans notre imaginaire collectif, l'autonomie au travail, elle peut avoir plusieurs significations. Pour certains, ça peut vouloir dire signifier par exemple être libre de choisir ses horaires. Pour d'autres, ça peut être de répondre à aucun patron ou encore choisir soi-même sa méthode de travail. Il y a des significations et des ressentis différents. Quand on parle de l'autonomie dans le salariat, on s'intéresse à deux choses. Ça va être au contenu et à l'organisation du travail. L'autonomie, ça va être, c'est la liberté, sous-entendu la latitude laissée aux individus pour décider de certains paramètres comme l'organisation du travail, les procédures à suivre, les moyens à utiliser, l'accès aux ressources et aux outils. Et combiner ces éléments dans chaque situation de travail, c'est ça qui va procurer un sentiment de maîtrise. Pour un travailleur indépendant, l'autonomie, elle va se traduire par deux autres éléments, ce qu'on appelle le pouvoir de direction, c'est-à-dire construire le sens de l'action et du projet. Et le deuxième élément, c'est le pouvoir de contrôle sur l'organisation et la manière de faire les choses. C'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier l'autonomie. Parfait, merci, c'est bien plus clair. Je vais donner maintenant la parole à Samuel. J'ai une question sur plus exactement travailler en tant que salarié. Est-ce que c'est conciliable avec l'autonomie? Donc, pourquoi je pose cette question? C'est parce que quand on travaille dans une entreprise, on est amené à collaborer avec d'autres personnes, d'autres équipes, mais aussi quand on est salarié, on a un contrat et donc un lien de subordination avec ses supérieurs. Et dans ce cadre-là, est-ce que l'autonomie est conciliable avec le collectif et avec le fait d'être sous l'autorité de quelqu'un? Alors, la question est très justement posée parce que c'est important de rappeler effectivement que le contrat du salariat se tient et se porte avec le lien de subordination et s'insère dans un collectif, effectivement. Et alors, pour répondre à la question, on va prendre un tout petit peu de recul, déjà pour comprendre en fait comment les Français s'accordent vis-à-vis de l'emploi salarié, qu'est-ce qu'ils projettent dedans. Et en fait, il y a eu tout un tas d'études sociologiques qui sont très très constantes dans leurs résultats et qui montrent que les Français ont à la fois une valeur travail qui est extrêmement centrale, mais surtout, en fait, ce qui est attendu de la part des Français au travail, des Françaises, c'est de pouvoir s'exprimer dans le travail. Donc, c'est la dimension expressive qui est souhaitée. Et dans la dimension expressive, c'est la possibilité de se réaliser, de pouvoir convoquer une part de soi et de sa subjectivité pour permettre l'acte de travail. Et ça, c'est quelque chose de très particulier par rapport aux autres pays européens, qui sont parfois comparativement sur un accordage au travail dans une dimension plus instrumentale, liée à la sécurité, à la rémunération. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très nourrissant chez les Français d'un point de vue mental et émotionnel dans le travail. Et bien évidemment, quand on convoque ces dimensions-là, en fait, ce que souhaitent les Français, c'est de pouvoir faire un travail de qualité. Et un des ingrédients en fait centraux de la possibilité de faire un travail de qualité, ça passe par l'autonomie. Et alors, quand on reconvoque le champ du cadre du salariat, en fait, les ergonomes ont tendance à dire que du coup, il y a un écart entre le travail qui est prescrit et le travail réel. Donc, bien évidemment, il y a des contraintes qui s'appliquent. Mais ce que montrent les études européennes, c'est que la France, nous sommes le pays où en fait on a une évolution, une dégradation progressive de la capacité d'autonomie dans le travail. Et elle s'explique de plusieurs raisons. C'est qu'on a une dégradation des conditions, donc des moyens à disposition pour faire le travail. Et puis on a des méthodes managériales qui sont de plus en plus invasives, qui vont venir comprimer en fait avec des prescriptions très très fortes. Là, on peut parler du lean management, de ces questions de reporting incessant, et où on a une déconnexion managériale ou qui sont faites par des planeurs, des individus qui sont très 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 loin du travail réel et qui font que du coup il y a un appauvrissement du quotidien de travail et où du coup l'autonomie a une difficulté en fait à s'exprimer. Ça c'est important parce que
Pour répondre en creux, oui, en fait, il serait possible d'avoir de l'autonomie dans l'activité si, en fait, les ressources à disposition et si le cadre de confiance collective était suffisamment fort pour que du coup les gens puissent s'exprimer. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une dichotomie très forte entre présente l'emploi comme un espace de toutes les possibles de réalisation et un réel qui se désenchante puisqu'il s'appauvrit avec une impossibilité à concilier la volonté d'émancipation avec les moyens à disposition. Donc en fait, c'est pas le cadre du salariat qui pose question, c'est comment il s'exprime et comment en fait il se vit à l'heure actuelle, qui montre que depuis 20 ans, on a une tendance à une très très forte dégradation et un appauvrissement mécanique de la possibilité de s'exprimer en autonomie dans son activité salariée. Ok, donc ça fait une transition toute trouvée pour ma prochaine question, parce que là on parlait de salariat et donc de contrat de travail et donc de lien de subordination. Mais est-ce que, même si vous dites que le lien de subordination n'empêche pas en soi l'autonomie et que c'est plus, on va dire, comment il est appliqué et comment l'organisation et la structure des entreprises est faite qui limite cette autonomie, mais est-ce que pour autant, si on a une volonté d'autonomie forte, est-ce que ça passe par l'entrepreneuriat et donc le fait de s'extraire du salariat? Ce qu'on peut dire sur cette question, c'est que on voit qu'il y a un mouvement de fond sur l'autonomie. Pendant la crise sanitaire, on avait réalisé une enquête qui s'appelait Travail et confinement. Et c'est vraiment un moment, là, cette crise sanitaire, où on a beaucoup parlé du travail. Et on a observé tout un tas de mouvements pendant cette crise, notamment celui de vouloir remettre le travail à sa place. On a entendu beaucoup de personnes qui ont re-questionné la place de leur travail à ce moment-là, notamment en hiérarchisant les activités. Il y a eu la question de la réduction pardon du temps d'emploi et où des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes d'emploi. On a connu notamment pendant les confinements des formes de télétravail et on a inventé aussi des nouvelles. Il y a une nouvelle diversité en rapport au travail. Et ça, ça date d'il y a quelques années. Dans notre dernière enquête sur l'engagement au travail, là, le premier constat qu'on fait, c'est qu'on est face à une population qui fait le choix de l'entrepreneuriat comme un choix plutôt d'objection à un rapport au salariat classique. Donc, par rapport à la question de cet entrepreneuriat-là, on peut dire que créer son activité, ce serait la solution à un désir d'autonomie et de liberté. On va y répondre en quittant le salariat, une forme qu'on n'a plus envie de trouver, en créant son activité. Et nous, on a vu dans l'entrepreneuriat, cette question-là, que l'entrepreneuriat, il soit individuel, collectif ou coopératif, que c'est l'autonomie qui est principalement recherchée. Dans cette étude, on voit bien que le premier motif d'entrée en coopérative d'activité, notamment, c'est l'autonomie. Et la première source de satisfaction, c'est l'autonomie. Et ça nous montre un refus, en quelque sorte, du travail standardisé. Oui, mais cette autonomie, est-ce qu'elle est véritablement possible en entrepreneuriat? Parce qu'on peut être pris par d'autres forces qui nous empêchent d'être réellement autonomes et de décider de ce qu'on fait. Alors dans l'activité, ce qui est intéressant en fait dans l'activité entrepreneuriale, c'est que effectivement on rompt le lien de subordination dont on parlait plus tôt lié au contrat de travail salarié. Mais ce qui peut être invisibilisé, c'est effectivement d'autres liens de subordination, notamment le plus simple à envisager, c'est le lien de subordination économique au client, qui effectivement sont des paramètres qui vont venir peser sur la situation d'expression des individus dans leurs activités. Ça, c'est un paramètre fort. Et puis ce qu'on peut voir, c'est une tension permanente entre l'idéal projeté par les individus dans ce qu'ils souhaitent faire et être dans leurs activités économiques et une réalité numéraire de pouvoir réussir en fait à vivre de leurs activités. Et donc il y a ce deuxième paramètre de la pérennité économique qui va aussi jouer en fait comme contrainte extérieure. Et dans votre étude, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est le surengagement qu'on peut voir en termes d'amplitude horaire, j'entends par là, de ces personnes qui se mettent dans l'entrepreneuriat et qui, on va dire, ont l'illusion de l'autonomie, mais au final sont cadenassés par des horaires qui leur empêchent de sortir, on va dire, du travail. Je t'en prie.
Je sais pas si c'est l'illusion de l'autonomie, en tout cas, c'est que l'autonomie, elle a tellement de poids, la liberté et l'autonomie ont beaucoup plus de poids chez les entrepreneurs que des critères de satisfaction que pourraient être les horaires de travail et la rémunération, par exemple. Donc ça implique une forme d'effectivement de surengagement. Et ben, ça tient un certain temps en fait, parce qu'on peut vivre d'autonomie et de liberté, mais il y a un moment où ces conditions plus matérielles, elles nous rattrapent, notamment au niveau de la santé, sur cette question de l'épuisement professionnel. Ça c'est clair qu'on a eu des données là-dessus sur cette forme de surengagement dans l'activité, qui est aussi expliquée par l'amour du travail aussi. Assez simplement, les gens ils s'investissent, c'est eux qui sont leurs propres produits entre guillemets ou propres services, et donc il y a un investissement qui peut être parfois assez considérable. Et puisque l'on parle d'autonomie, quels sont les effets que peuvent provoquer cette autonomie, mais plutôt parce qu'on imagine avec tout ce qu'on vient de dire que ça provoque des choses positives, mais est-ce que son absence ou son excès peuvent créer des choses au contraire négatives dans la relation qu'on a avec le travail? Ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est une vraie énigme, puisqu'en fait, il y a très peu d'études qui regardent la question de l'autonomie dans le champ entrepreneurial ou dans le champ des indépendants, parce qu'en fait, on a une très grande littérature de l'autonomie dans le salariat, et effectivement, on sait comment ça fonctionne, on sait comment la calibrer, la définir, et puis mesurer ses effets. Et donc, voilà, ça c'était un des enjeux pour nous. Avant que je réponde à ça, c'est important en fait de revenir dans l'absence d'autonomie qui a cours dans le salariat traditionnel actuel. C'est que son absence conduit à des besoins en fait qui sont pas compensés ou peu compensés. C'est à la fois un besoin pour les salariés de trouver des espaces d'expression pour lutter contre cette forme d'impuissance professionnelle, puisque du coup ils n'ont pas la possibilité en fait de s'engager. Et c'est un fort besoin de justice démocratique au travail. Et ça, on a eu du coup une magnifique étude de Thomas Coutreau qui il y a quelques mois et qui porte bien son nom parce que du coup il indique le travail à le bras long. C'est que du coup en fait cette dégradation des conditions de travail, l'impossibilité de s'exprimer et l'impossibilité d'y mettre sa subjectivité dans le travail, ça va avoir des conséquences dans la vie démocratique et notamment sur les stratégies électorales. C'est-à-dire que du coup, on voit qu'une faible autonomie, ça va avoir des conséquences en fait sur l'abstention, par exemple dans les élections. Donc en fait, on voit qu'on a vraiment une urgence à repenser aussi le travail, à le re-regarder, à reconvoquer cet objet comme un enjeu politique, à la fois pour la santé des individus, puis à la fois pour la santé démocratique. Ça c'est un premier point qui nous paraissait important de rappeler ici. Le deuxième, c'est qu'est-ce que ça provoque l'excès ou l'absence d'autonomie. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, avoir de l'autonomie au travail, c'est générateur de bonne santé. Et ce qu'on va regarder, c'est quand il y a des excès ou des absences, notamment quand on va avoir des absences d'autonomie dans le salariat. Un des risques, c'est l'apparition du syndrome d'épuisement professionnel, c'est-à-dire que du coup, les marges de manœuvre se réduisant pour les individus face à des contraintes externes qui sont importantes, ça va provoquer un état de surchauffe qui s'explique par le fait que les gens aiment travailler, aiment faire un travail de qualité, et ça va générer une tension qui va venir puiser dans les ressources, qui vont qui vont se diminuer progressivement et qui peuvent conduire à donc ces états d'épuisement. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le salariat. Dans la situation entrepreneuriale, l'excès d'autonomie, puisque c'est ce qui est recherché, donc c'est quelque chose qui aveugle un peu le désir, c'est que ça peut conduire à une forme d'isolement professionnel, puisqu'en fait, déjà que statutairement, les individus ont une responsabilité d'assurer leur pérennité économique, ça peut les mettre en difficulté à aller chercher du soutien collectif, puisque le soutien collectif est essentiel dans le travail, que ce soit indépendant ou salarié. Et progressivement, du coup, conduire à une forme d'impasse en fait dans la réussite des tâches à produire. Et ça, c'est quelque chose qui est paradoxalement bien identifié en fait par les entrepreneurs salariés en coopérative d'activité d'emploi. C'est que ils identifient vraiment leur devenir professionnel avec un risque principal qui est le risque d'auto-exploitation et qui concernerait une personne sur 4 dans le milieu coopératif à l'heure actuelle, en disant le risque auquel je suis exposé dans le temps, c'est celui-là. Avec cette
cette compréhension que vu qu'il y a peu de cadres et de contraintes, ils pourraient se perdre en fait en route. Et on a une belle citation d'une personne qui nous indiquait, en fait, je suis là, je suis libre, je travaille quand je veux. Si je souhaite prendre mon mercredi, je peux le faire, mais en réalité, je bosse tout le temps. C'est ce qui m'amène une question sur ce qu'on vient d'évoquer, donc l'excès ou l'absence d'autonomie, qui peuvent être vecteurs de souffrance. Dans ce cas-là, quel est le bon équilibre à trouver entre autonomie et hétéronomie? Donc la question de l'équilibre, c'est une bonne question, une question pas facile. Juste avant, pour contextualiser, faut rappeler quand même que la société, elle s'organise maintenant autour de l'idée que chacun et chacune est responsable de son développement, comme on l'a un petit peu dit. C'est notamment le discours assez individualiste du mérite. On va miser sur les ressources individuelles des individus. Par exemple, on va vouloir les former à la gestion du temps, mettre en place du coaching, etc., pour améliorer les performances. Et donc tout ça, ça correspond à une individualisation. Et les conséquences de cette individualisation, elles sont assez fortes. À la fois parce que ça surresponsabilise les individus, comme on vient de le voir, mais aussi qu'on va réduire en fait tout problème exposé à un problème individuel. Et si on pense psychologiquement, si je pense psychologiquement ma situation, je la pense pas politiquement. On va s'habituer avec ces mécanismes à ne pas penser de manière collective et donc politique les situations. Et donc on voit bien que ça rend aussi toutes les formes d'opposition et de mobilisation collective de plus en plus difficiles. Donc juste ce petit rappel de contexte pour dire qu'on est dans une forme d'injonction à l'autonomie. Et ça, c'est vrai dans toutes les organisations. On l'a vu dans les organisations coopératives, mais pas seulement. C'est vrai dans d'autres types d'organisations. Et on voit bien qu'on est tous pris dans ce sujet qui retrace vraiment un mouvement de société. Donc sur la question de l'équilibre, le bon équilibre, s'il y en a un, en tout cas, et il peut être différent selon aussi les individus, il va passer notamment par nous, ce qu'on revendique beaucoup, c'est le fait de remettre la question des conditions de travail en débat dans les organisations et donc en collectif. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais il faut collectivement parler du travail et du travail réel parce que c'est des choses dont on ne parle plus beaucoup. Et pour illustrer cette importance, il y a récemment le Comité économique, social et environnemental qui a préconisé d'inscrire l'écoute des salariés parmi les principes généraux de prévention du Code du travail. Donc en gros, tout ça pour dire que les conditions pour que l'autonomie au travail, elle soit donc plutôt un facteur positif, et donc pour trouver cet équilibre, c'est que l'autonomie, elle doit être construite et pas prescrite. Il faut qu'elle soit source et fruit d'un dialogue, et elle doit toujours, à notre sens, préserver la solidarité. Dans le projet coopératif qu'on étudie particulièrement, on essaye avec les structures avec lesquelles on travaille, de favoriser l'équilibre entre l'individuel, le libre et l'autonomie, et le cadre collectif de mutualisation et de socialisation des enjeux économiques. Alors je vous remercie parce que au final vous avez commencé à répondre à la dernière question que j'avais. C'est sur la mise en pratique de cet équilibre. Vous avez parlé de construction et non d'imposition. Vous avez parlé d'écoute. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui permettent de mettre en pratique cet équilibre entre autonomie et hétéronomie? Pour poursuivre, on voit bien que le dialogue collectif, je le redis, il est central et que des éléments aussi sont à re-questionner. Par exemple, aujourd'hui, on critique beaucoup le principe de hiérarchie, pardon, qui renverrait à une absence de liberté. Mais la hiérarchie, c'est pas que surveiller et punir. Ce qu'on voit, c'est aussi le cadre. Ça peut être aussi de régler ou d'intervenir positivement dans une ou plusieurs situations. Et dans ce sens-là, les cadres de travail, ils peuvent aussi être protecteurs. Et c'est là que l'équilibre, il se fait un petit peu subtil et qui peut se créer. Le but, c'est qu'on regarde cette question de l'autonomie en suscitant le débat. Quand on échappe, là, on voit que les entrepreneurs, il y a une forme d'échapper à des dépendances. En fait, on en choisit d'autres collectivement. Et c'est pas passer d'un régime de contrainte à un régime de liberté, c'est pas ça qu'on veut dire, c'est plutôt passer d'un régime de contrainte à un autre régime de contrainte. La différence étant que, au lieu de la subir, on peut choisir collectivement et individuellement. Et donc, concrètement, pour finir, quelques pistes de solutions pour ce qu'on pourrait appeler passer d'une autonomie individuelle à une autonomie collective.
ce serait de regarder les cadres et les limites à l'autonomie, donc pour l'individu et pour le collectif. Ce qu'on préconise, c'est de resocialiser et donc de politiser les problématiques individuelles, parce que elles sont rencontrées en général par plusieurs personnes. Et pour ça, il faut que les organisations elles puissent créer des espaces d'élaboration collective, des espaces de régulation, d'expression et de construction de solutions collectives, et de créer et poursuivre le dialogue dans chacune des organisations. Merci beaucoup. Oui, Samuel, peut-être un dernier mot? Oui, pour compléter et abonder. Il y a un vrai enjeu, on le sait bien comment est structurée la logique de prévention en fait dans le code du travail en France. Il y a vraiment une mission en fait de sensibilisation et d'information. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment concrètement à mettre en place, notamment dans les organisations coopératives, puisque en fait on est face à des entrepreneuses qui sont pas toujours sensibles ou au courant en fait des risques professionnels auxquels ils pourraient s'exposer. Ça c'est une première chose. Et puis pour donner un autre exemple, tout à l'heure on s'était appuyé sur la latitude décisionnelle dans les rapports au temps, c'est-à-dire je pourrais travailler quand je le souhaite, mais finalement je travaille tout le temps. Et donc comme si ça renvoyait à une responsabilité individuelle. Et on a mené une expérimentation sociale dans laquelle on a travaillé justement ce rapport au temps et on a remis au centre les organisations coopératives. C'est-à-dire que c'est elles qui ont pris, qui ont porté le choix institutionnel de dire en fait on va aller vers une réduction du temps de travail. C'est-à-dire que du coup on va accompagner les individus à travailler moins dans leur situation entrepreneuriale. Et c'est dans ce cas de figure, quand c'est l'institution qui pose le choix, que c'est beaucoup plus facilement assumable pour les individus, notamment dans le regard social et dans le regard au client. Donc tant qu'on est dans une tentative de résolution ou d'équilibre individuel, on est quand même soumis aux injonctions en fait sociétales, notamment le travail beaucoup, le travail fort, le travail vite, et que s'il y a une régulation qui passe par l'institution, c'est quelque chose qui se met plus facilement en mouvement pour les individus. Céline, merci, et Samuel, merci. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'autonomie au travail. Je vous invite à vous rendre sur viveletravail.net si vous souhaitez en savoir plus sur les travaux de Céline Pochon et Samuel Michalon. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre newsletter mais aussi à la plateforme d'écoute de votre choix. Pensez également à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à nous faire un don via PayPal. Vous retrouverez tous les liens pour y parvenir sur notre adresse Linktree, linktr.ee/0, sans accent. Merci et à très bientôt.